Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour traiter de la porosité des muqueuses et des troubles qui vont y être associés. Cette vidéo va principalement énoncer le point de vue occidental des choses. Je ne vais pas aborder trop le point de vue de la médecine chinoise parce que je ne m'y connais pas suffisamment, tout simplement. Et donc, on va traiter plus les problèmes liés en lien avec la porosité de la muqueuse intestinale, par exemple, ou de la porosité de la muqueuse respiratoire principalement, même si il peut également y avoir une porosité au niveau de la muqueuse vaginale chez les femmes. Voilà, celles qui ont une candidose vaginale, par exemple, doivent savoir de quoi je parle ici. Et donc, premièrement, je vais rappeler ce qu'est une muqueuse. Donc, cette partie va être un petit peu technique, mais il m'a l'air important de repréciser les choses très clairement. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une muqueuse? C'est une membrane de revêtement des cavités naturelles de l'organisme constituées d'un épithélium simple ou stratifié, donc je vais y revenir, et de tissus conjonctifs sous-jacents, appelés le chorion, qui contient des vaisseaux et des nerfs, et sa surface est toujours légèrement humide à cette muqueuse. Et cette muqueuse se raccorde à la peau au niveau des orifices naturels. Donc si on essaye d'énoncer tous les types de muqueuses qui vont exister au niveau de l'organisme humain, on a dit que c'était des cavités naturelles de l'organisme qui se raccordent à la peau par les orifices naturels. Donc il va s'agir de tout le tube digestif déjà. Donc ça va partir des lèvres jusqu'à l'anus. Tout le tube digestif, donc ça va être bouche, gorge, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon et rectum. Ensuite toutes les voies respiratoires bien sûr, qui vont partir bien sûr des narines. Narines, ça va être la muqueuse nasale, un petit peu de la gorge également, la trachée, les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Les alvéoles, c'est pas vraiment une muqueuse, c'est plus une partie fonctionnelle de l'organisme, c'est pas exactement pareil. Ensuite, il va bien sûr y avoir les voies urinaires, donc avec les uretères, la vessie, l'urètre, et qui va finir du coup chez l'homme par l'orifice urétral au bout du pénis, et chez la femme tout simplement l'orifice urétral à la sortie. Mais ici, je ne vais pas trop traiter de ce sujet à propos des voies urinaires parce que ça ne va pas concerner la porosité des muqueuses. Donc ici, ensuite, il va y avoir les voies génitales, bien sûr, donc qui dépendent du sexe également. Chez l'homme, on va y avoir l'épididyme qui va partir en fait des testicules. Ensuite, les canaux déférents qui vont en fait se jeter dans l'urètre et qui va aller jusqu'à la sortie. Et enfin, chez la femme, il va y avoir les trompes, l'utérus, le vagin, et qui vont sortir au niveau de la vulve, bien sûr. Et pour finir, bien sûr, au niveau de la dernière muqueuse qu'on va retrouver, c'est au niveau des voies mammaires, donc au niveau des seins, pour l'allaitement, par exemple, chez la femme, lorsqu'elle allaite, lorsqu'elle a enfanté. Et bien sûr, ces voies mammaires sont plus développées chez la femme que chez l'homme. Mais ici, je ne vais pas non plus aborder cette question. Et donc, bien sûr, il faut bien prendre en compte que il y a également des épithéliums, donc au niveau de la peau et des vaisseaux sanguins notamment, mais la peau et les vaisseaux sanguins n'ont pas de muqueuse particulièrement, car il n'y a aucune cavité naturelle que vont entourer la peau ou les vaisseaux sanguins. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, la muqueuse est constituée d'un épithélium et d'un tissu conjonctif sous-jacent qu'on va appeler le chorion. Donc ici, je vais illustrer mes propos grâce à des images dont toutes les sources vont se trouver en description, bien évidemment. Et donc, l'épithélium, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un type de cellules particulier dans l'organisme qui ont une forme particulière et avec une fonction particulière, qui est tout simplement de délimiter les espaces. Donc, comme on voit sur l'image que je mets ici. Donc c'est ce qu'on avait appelé les cellules épithéliales, et il va notamment y avoir des jonctions serrées au niveau de ces cellules épithéliales, entre ces cellules épithéliales, qui sont très importantes, car les jonctions serrées sont celles qui vont garder une bonne étanchéité de l'organisme, qui vont empêcher les produits extérieurs, si je puis dire, de rentrer à l'intérieur de l'organisme sans aucun contrôle de la part de l'organisme.
Donc ces jonctions serrées vont permettre de rendre imperméable, si je puis dire, l'organisme à tous les polluants, par exemple, et à tous les produits qui ne devraient pas entrer à l'intérieur. Mais cela, bien sûr, cela fonctionne uniquement si la muqueuse est en bonne santé et en bon état. Donc ça, c'est très important, j'y reviendrai justement plus tard dans la porosité des muqueuses. Mais ce n'est pas parce que c'est imperméable qu'il n'y a aucun échange non plus entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Déjà, il va y avoir des échanges intracellulaires, on va dire, donc ça va passer à l'intérieur des cellules pour rentrer ensuite dans l'organisme, mais il va pouvoir également y avoir des échanges intracellulaires, enfin entre les cellules, quoi. Et donc ce sont des échanges d'eau notamment et des échanges ioniques qui vont avoir lieu grâce à une différence de potentiel qu'il va y avoir entre l'extérieur, qu'on va appeler la lumière, et l'intérieur. Et donc cette différence de potentiel va se faire d'une zone chargée positivement vers une zone chargée négativement, ou inversement d'une zone chargée négativement vers une zone chargée positivement. Voilà. Donc l'épithélium est soit simple, c'est-à-dire formé d'une simple couche, d'une seule couche, comme c'est montré ici. La première image que je montre ici, ça va être ce qu'on va appeler un épithélium pavimenteux, car la couche de cellules est très fine et très aplatie. La hauteur est très inférieure, par exemple, à la longueur et à la largeur de la cellule. La deuxième image, on va appeler ça un épithélium cubique, car la hauteur est à peu près égale à la longueur et à la largeur de la cellule. Et le troisième type de muqueuse, enfin d'épithélium que je montre ici, on va appeler ça un épithélium cylindrique, car la hauteur est beaucoup plus grande que la longueur et la largeur de la cellule. Voilà, il peut du coup également exister des épithéliums stratifiés, inversement aux épithéliums simples, stratifiés ou pluristratifiés on appelle ça, c'est-à-dire que ce sont des épithéliums avec plusieurs couches de cellules tout simplement. Et entre les deux, il va exister des épithéliums pseudo-stratifiés qu'on appelle. Et ça, c'est lorsque toutes les cellules qui touchent le pôle basal ne vont pas aller jusqu'au pôle apical, tout simplement. Donc je montre aussi une image ici. Et donc tout ça c'est bien beau, mais bon, quelques exemples concrets quand même pour fixer un petit peu les idées dans la tête. Donc ici j'ai pris deux exemples. Le premier exemple, ça va être un exemple de muqueuse de l'œsophage. Et donc dans cette muqueuse, on voit bien ici la présence de la muqueuse et de la sous-muqueuse, qu'on va appeler le chorion. Et si on agrandit justement cette zone pour avoir un peu plus clair au niveau de la muqueuse comment ça se passe, eh bien on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de noyaux cellulaires, donc ce sont les petits points noirs qu'on voit un petit peu sur l'image, et qui vont montrer que c'est un épithélium qui est stratifié, tout simplement. Donc ça c'était pour le premier exemple. Au niveau du deuxième exemple, c'est une coupe d'intestin grêle que je vous montre. Donc on voit toujours la muqueuse et la sous-muqueuse qui sont représentées sur le schéma, enfin sur la coupe histologique que je vous montre. Mais ici la muqueuse forme ce qu'on va appeler des villosités qui sont représentées sur ce schéma-ci. C'est-à-dire tout simplement des replis de la muqueuse qui est présente tout simplement pour augmenter la surface d'échange, si je puis dire, entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, pour augmenter l'absorption des nutriments, donc au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle. Et donc si on zoome ici également au niveau de cette muqueuse, eh bien on voit que l'épithélium est simple et cylindrique, c'est-à-dire qu'on voit des cellules qui sont allongées avec un seul noyau au centre. Donc voilà pour les deux exemples que je voulais vous montrer. Il existe bien sûr beaucoup d'autres exemples. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir les sources que j'ai mis en description. Vous pouvez aller voir tous les tissus de l'organisme sur le côté, c'est très bien détaillé. Voilà. J'en viens donc à mon sujet. Qu'est-ce que la porosité des muqueuses? Eh bien c'est simplement lorsque les jonctions serrées entre les cellules dont je vous ai présenté précédemment sont abîmées, c'est-à-dire ne sont pas très étanches entre les cellules. Il va donc y avoir un passage des éléments à l'extérieur, donc au niveau de la lumière, on appelle ça, jusqu'à l'intérieur.
de manière plus large, c'est lorsque donc l'épithélium est abîmé. Ce dernier va donc laisser passer des produits toxiques ou des produits néfastes à l'intérieur de l'organisme. Donc ces produits, ça peut être des toxiques, tout simplement, comme les métaux lourds ou les polluants. Ça peut être des parasites ou des œufs de parasites, donc incluant les champignons également, le candida notamment, je vais en parler. Ou encore ça peut être également des produits alimentaires incomplètement digérés. Donc ici on va retrouver notamment les peptides, c'est-à-dire des morceaux de protéines qui ne sont pas totalement digérés, parce que normalement lorsque c'est totalement digéré c'est en acide aminé, et lorsque ce sont des peptides, ils vont pouvoir également traverser la muqueuse soit intestinale, soit respiratoire, peu importe, et passer à l'intérieur de l'organisme. Et donc vous avez bien compris que cela est bien sûr plus favorablement favorisé, si je puis dire, au niveau des épithéliums simples, étant donné que c'est une muqueuse qui va être beaucoup plus fragile, parce qu'il n'y a qu'une seule couche de cellules qui protège cette surface. Et donc cela, c'est notamment présent au niveau de l'estomac, de l'intestin, le poumon un petit peu parce que c'est pseudo-stratifié, c'est pas simple tout simplement, mais c'est pseudo-stratifié. Mais cela peut également avoir lieu au niveau des épithéliums stratifiés, bien sûr, comme la muqueuse nasale par exemple, qui est un épithélium stratifié, ou la muqueuse vaginale également, qui est stratifiée. Et donc, quelles sont les causes, tout d'abord, de cette dégradation des muqueuses? C'est le plus important à comprendre. La première cause majoritaire, principale qu'il faut bien retenir, c'est bien sûr la dysbiose. Et la dysbiose est principalement, en grande majorité, causée par la prise d'antibiotiques. Voilà. Donc ce sont les antibiotiques que vous allez prendre, par exemple, lorsque le médecin vous aura prescrit des antibiotiques pour lutter contre une infection quelconque, etc. Ça va perturber votre flore intestinale et donc votre intestin globalement. Puisque antibiotique, je rappelle, il y a anti, ce qui veut dire contre globalement, et biote. Biote, c'est le biote intestinal, ou c'est bio comme la vie, etc. Donc c'est antibiotique, comme le nom l'indique. Et ces antibiotiques peuvent également être absorbés par le biais, j'ai envie de dire, de l'alimentation que vous allez absorber. Par exemple, si vous consommez des produits animaux qui ont été traités aux antibiotiques, eh bien vous allez également consommer indirectement ces antibiotiques dans votre organisme. Et la dysbiose peut également intervenir à cause d'une intoxication, bien sûr, à tout un tas de polluants divers, donc métaux lourds, polluants, vaccins, voilà, peu importe, tout un tas de polluants. La deuxième cause de cette porosité des muqueuses intervient à cause d'un déséquilibre acido-basique de l'organisme et des organes. Ce déséquilibre, bien sûr, peut provoquer la dysbiose ou être provoqué lui-même par la dysbiose. Ici, j'ouvre une parenthèse à propos justement de l'alimentation, parce que c'est notamment dû à un déséquilibre alimentaire prolongé, ce déséquilibre acido-basique. Et donc je mets en garde ici face à tout ce qu'on entend de nos jours sur les régimes alcalinisants, enfin les régimes qui veulent à tout prix alcaliniser le plus possible le corps, parce qu'on entend que c'est comme ça qu'on désacidifie le corps, qu'on le nettoie de ses polluants, de ses toxiques, etc. C'est en alcalinisant le corps, c'est toujours ce qu'on entend. Sauf que ça, en fait, d'après moi, c'est faux. Voilà, c'est une idéologie. Car dans l'organisme et dans tout le corps, c'est surtout l'équilibre entre les acides et les bases, donc l'équilibre acido-basique qui est important, et cet équilibre acido-basique varie donc en fonction de la localisation d'où on va se trouver dans l'organisme particulièrement. Par exemple, dans l'estomac, l'équilibre acido-basique, c'est un équilibre acide, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que l'estomac est censé être acide dans la nature, c'est-à-dire que normalement un estomac qui fonctionne correctement a un pH entre 1 et 3, ce qui n'est pas du tout le cas bien sûr des autres organes, notamment dans l'intestin on va avoir un pH plus autour de 6,5 il me semble, enfin beaucoup plus proche de la neutralité, mais l'estomac est le seul organe principal qui a un pH acide, très important à retenir.
Et donc, comme je le disais, tout dans le corps a un équilibre subtil entre les acides et les bases. Et donc, enlever toute source d'acidité, si je puis dire. Donc ici, c'est surtout la viande qui est souvent ciblée comme le coupable idéal. Donc, enlever toute source d'acidité va déséquilibrer davantage l'organisme et vous ne pourrez pas rattraper ce déséquilibre sans changer votre manière de vous alimenter, si je puis dire. Et justement, pour parler plus précisément de ces produits animaux que les gens enlèvent dans ce genre de régime, c'est les produits animaux qui vont permettre à l'estomac de produire l'acidité dont il a besoin pour fonctionner correctement. Parce que l'estomac produit son acidité pour digérer la viande notamment. Et donc si quelqu'un ne consomme plus assez de viande pendant trop longtemps, eh bien son estomac va tout simplement arrêter de produire l'acidité qu'il produisait normalement, ce qui fait qu'en fait il va avoir un pH plus alcalin par rapport à ce que normalement il devrait. Et cela va en fait entraîner des déséquilibres acido-basiques en cascade, si je puis dire, c'est-à-dire au niveau de tout le reste de l'organisme. Donc ça va commencer par l'intestin, mais après ça va pouvoir se répandre au niveau de tous les tissus de l'organisme. Cela est très important car c'est bien sûr dans l'estomac que les parasites vont être tués grâce à l'acidité de l'estomac. Si l'acidité n'est plus assez importante, eh bien les parasites ne vont plus être éliminés suffisamment par cette méthode. Bien sûr, certaines réactions chimiques également dans l'estomac ont besoin d'un pH acide pour fonctionner correctement. Et de toute façon, toutes les réactions chimiques dans le corps fonctionnent à un pH particulier, donc avec certaines conditions spécifiques particulières pour fonctionner correctement. Et en cas de déséquilibre acido-basique dans tout l'organisme, toutes les réactions chimiques, si je puis dire, vont être perturbées à cause de ce phénomène. Et ici, pour conclure cette parenthèse, je dirais juste qu'en médecine chinoise, ce sont principalement les produits animaux qui vont avoir ce qu'on va appeler une énergie yang, c'est-à-dire une énergie qui vont apporter de l'énergie de feu, si je puis dire, et qui est contraire à l'énergie yin, et c'est ça ce qui va permettre en fait d'apporter, si je puis dire, l'énergie au corps, alors que l'énergie yin va plus favoriser, si je puis dire, le calme, alors que l'énergie yang apporte plus l'activité. Et c'est bien sûr l'équilibre entre les deux qui est important ici. Et notamment chez les personnes qui ne vont pas consommer beaucoup de viande, eh bien, on va pouvoir retrouver plus facilement des fatigues par exemple, tout simplement parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie yang qui vont puiser en fait dans leur réserve énergétique, donc au niveau des reins et au niveau de la rate, et ce qui fait qu'en fait elles vont être fatiguées tout simplement parce qu'elles doivent sans arrêt apporter l'énergie qui serait normalement apportée par la viande et par la cuisson notamment, pour réchauffer les aliments ou pour apporter l'énergie à l'organisme qui n'est pas apportée par d'autres moyens. Donc voilà, ça c'est très important à comprendre. Je ferme la parenthèse ici. Voilà. Et bien sûr, donc, dans ce déséquilibre acido-basique, on va également retrouver bien sûr tout ce qui va être médicaments, qui vont entraîner des perturbations acido-basiques au niveau de l'organisme. Et donc deux exemples ici, il va y avoir bien sûr les inhibiteurs de la pompe à protons que certains médecins vont donner à certains patients pour lutter contre l'acidité de l'organisme, voilà, en cas de régurgitation acide par exemple. Et donc ces inhibiteurs de la pompe à protons vont cibler bien sûr l'estomac pour réduire son acidité. Donc encore une fois, je renvoie à ce que je viens de dire juste avant pour dire que c'est pas très bien pour moi. Et donc ensuite, il va y avoir comme deuxième exemple tout ce qui va être traitement hormonaux. Donc ici, on va retrouver les corticoïdes, par exemple, mais également tout ce qui va être œstrogène et progestatif, donc qui rentre dans la composition des pilules contraceptives donc, pour les femmes. La troisième cause, donc ici, de la porosité des muqueuses, ça va être d'après moi tout ce qui va être stress chronique au quotidien. Et donc ce stress, bien sûr, il va être producteur de cortisol notamment. Donc j'ai parlé des corticostéroïdes, c'est pareil, sauf que là ça va être le corps qui va produire ça. Il va bien sûr le produire en moindre quantité que si on donne des corticostéroïdes, mais ça va se faire sur la durée, si je puis dire. Un stress chronique qui va durer pendant des années va déséquilibrer le pH de l'organisme dans son ensemble. Ça va épuiser le corps à long terme et donc déséquilibrer le pH.
Et bien sûr, dans le stress chronique, il va y avoir le manque de repos, le fait de trop travailler. Il va bien sûr y avoir diverses émotions à caractère négatif, donc entre guillemets, qui vont impacter nos organes clés, et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les chakras, les corps énergétiques et les émotions, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. Donc voilà pour les causes, ce que j'avais à dire. Et donc maintenant, quelles vont être les conséquences de cette porosité des muqueuses, donc soit au niveau de l'intestin ou respiratoire. Et bien la première cause que je vois, ça va être tout d'abord une intoxication, donc beaucoup plus facile à divers polluants. Donc ici, c'est ici qu'on va retrouver par exemple les personnes hypersensibles à tout un tas de produits chimiques. Les personnes électro-hypersensibles également, donc ça va être en lien avec une intoxication aux métaux lourds principalement. Donc deuxièmement, il va y avoir un parasitage des organes plus facilité également. Tout simplement parce que les parasites vont tout simplement créer un chemin donc, entre leur lieu d'habitation naturel, si je puis dire, donc l'intestin pour la plupart, et les organes affaiblis. Donc ces organes ils peuvent être affaiblis soit par des polluants, soit ils peuvent être plus faibles par nature. Donc voilà, nous avons tous nos faiblesses constitutionnelles qui dépendent de notre individualité, si je puis dire. Et bien sûr, ce parasitage donc de ces organes va affaiblir d'autant plus ces organes. Et ici, bien sûr, on va retrouver tout ce qui va être candidose généralisée. Donc souvent, le candida, il va naître au niveau de l'intestin. C'est son habitat naturel où il est désactivé en temps normal lorsque le pH est normal et lorsque la santé est présente. Mais en cas de déséquilibre, le candida va se développer au niveau de l'intestin et va pouvoir justement migrer à partir de l'intestin vers d'autres organes, justement lorsqu'il y a cette porosité intestinale, à cet endroit, pour migrer vers d'autres organes. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver le candida dans d'autres organes, alors que normalement, il devrait être absent. Donc voilà. Et bien sûr, on va aussi pouvoir retrouver le candida au niveau de la muqueuse vaginale. Donc ça, c'est chez les femmes qui ont une candidose généralisée, elles savent de quoi je parle. Donc une troisième catégorie et dernière catégorie des conséquences ici de la porosité des muqueuses, ça va être tout ce que je vais appeler les réactions du système immunitaire. Et donc dans la réaction des systèmes immunitaires, il va y avoir premièrement, enfin avant de dire ça, les réactions du système immunitaire, c'est bien sûr les réactions qui vont être amenées à reconnaître un antigène particulier, donc une molécule particulière par le système immunitaire, et qui va réagir donc de deux façons. Donc il va réagir premièrement soit en expulsant cet antigène de l'organisme. Donc cet antigène, ça peut être, comme je l'ai dit auparavant, soit un polluant quelconque, un métal lourd, etc., soit sinon un peptide particulier, donc un bout de protéine qui n'a pas été complètement digéré. Et donc il va l'expulser de l'organisme. Donc ça c'est tout ce que les médecins vont appeler généralement allergie. Donc ça va être expulsé de l'organisme, donc soit au niveau intestinal, soit au niveau respiratoire. C'est par exemple au niveau intestinal, lorsque vous allez réagir à un aliment particulier, que vous n'allez pas le supporter, eh bien vous allez l'expulser. Vous allez expulser certaines de ces peptides, des bouts de protéines, quoi. Donc ça c'est au niveau intestinal, mais au niveau respiratoire, ça va être une réaction face à certaines odeurs particulières, à certains polluants particuliers qui vont être présents dans l'air et qui vont être expulsés de l'organisme de cette façon. Donc ça c'était la première des méthodes. La deuxième des méthodes, ça va être par réaction croisée au niveau du système immunitaire. Donc comme je l'ai dit, le système immunitaire va reconnaître un antigène particulier, donc au niveau de ce qui va rentrer dans l'organisme et qui n'aurait pas dû rentrer. Et le truc dans ce qu'on va appeler les maladies auto-immunes, ça va être lorsque le système immunitaire va en fait s'attaquer en quelque sorte à certaines des cellules de l'organisme. Et pourquoi en fait il va s'attaquer à ces cellules? C'est tout simplement parce qu'en fait il va y avoir ce qu'on appelle une réaction croisée.
c'est-à-dire en fait qu'il va y avoir une similitude à peu près quasiment équivalente, quoi, entre l'antigène qui est rentré à l'intérieur et qui n'aurait pas dû rentrer, donc au niveau de la conformation tridimensionnelle, pardon, il va y avoir une conformation par rapport à une cellule de l'organisme particulière. Hein. C'est-à-dire en fait que le système immunitaire va confondre, entre guillemets, l'antigène qui rentre dans l'organisme et une cellule organique particulière. Et donc le corps va essayer d'éliminer cet antigène, mais va également s'attaquer parallèlement en fait aux cellules de l'organisme, et c'est ce qu'on va appeler en fait une maladie auto-immune qui a lieu donc par réaction croisée. Et donc ça va être, donc je vais citer quelques exemples de maladies auto-immunes qui sont bien connues. Il va bien sûr y avoir la maladie de Crohn, donc au niveau de l'intestin, qui vont s'attaquer donc aux villosités intestinales. Donc dans la maladie de Crohn, ce sont les villosités intestinales qui sont attaquées, c'est-à-dire qu'en fait l'intestin dégrade, enfin il va y avoir une dégradation des villosités intestinales, l'absorption des nutriments va être fortement diminuée, il va y avoir une dénutrition chez la personne qui en est atteinte. Il va y avoir bien sûr le diabète de type 1, où ça va être tout simplement les cellules du pancréas qui vont être attaquées. La polyarthrite rhumatoïde, ça va être les cellules des articulations, donc qui vont être attaquées, donc principalement les articulations des membres, donc des mains, des pieds, etc. La sclérose en plaques, donc ça va être au niveau de la gaine de myéline des neurones. Et pour dernier exemple, bien sûr, il en existe d'autres, il va y avoir ce qu'on va appeler la thyroïdite de Hashimoto. Donc ça, c'est une hypothyroïdie où on va avoir le système immunitaire qui va attaquer les cellules thyroïdiennes. Donc voilà. Et maintenant, bien sûr, quoi faire face à ce problème de porosité des muqueuses, quelles sont les solutions? Donc pour moi, la solution elle est de deux ordres. Premièrement, bien sûr, arrêter d'agresser les muqueuses. Donc premièrement, soit par les polluants, c'est-à-dire en fait il va falloir assainir au maximum son alimentation pour enlever tous les polluants qui vont pouvoir être mal supportés de l'organisme, donc notamment tous les produits qui vont entraîner des réactions, si je puis dire allergiques entre guillemets, des réactions au niveau de l'organisme, il va falloir bien sûr les éliminer. Mais il va falloir bien sûr éliminer tous les autres polluants de l'organisme qui vont pouvoir perturber son fonctionnement. Au niveau respiratoire, ça va être respirer un air le plus pur possible, bien sûr, c'est-à-dire sans odeurs parasites. Donc ici, comme par odeur parasite, j'entends par exemple la fumée de cigarette, bien sûr, les gaz d'échappement, les polluants intérieurs comme le formaldéhyde, la fibre de verre, etc. Mais aussi certains parfums, certains déodorants. Et bien sûr, au niveau de la nature, plus particulièrement, ça va être tout ce qui va être parfum de fleurs ou l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ça aussi, certaines personnes vont y être sensibles et ça va entraîner des réactions en fait, au niveau respiratoire. Et donc, deuxièmement, arrêter bien sûr d'agresser les muqueuses par les fibres plus particulièrement. Donc ici, ce sont les fibres insolubles dont je parle principalement, et ça va être, j'en parle plus précisément par rapport à la muqueuse intestinale. Ça va être donc au niveau alimentaire où on va éviter plus de consommer des fibres insolubles, tout simplement parce que ces fibres insolubles sur une muqueuse abîmée vont la détériorer encore plus. C'est comme si en fait on venait gratter une muqueuse déjà affaiblie, déjà détériorée. Et donc ces fibres insolubles sont notamment présentes en grande quantité dans tout ce qui va être céréales complètes et légumineuses qui vont être pas du tout supportées, si je puis dire, par ce genre de personnes qui ont notamment un problème de porosité intestinale ou un problème de maladie de Crohn notamment. Ici, au niveau respiratoire, on va retrouver tout ce qui est fibres de verre, amiante, etc., qui sont des petits cristaux, en fait, des petites fibres qui vont venir gratter également la muqueuse respiratoire. Donc ça, c'était au niveau de la première chose,
arrêter d'agresser les muqueuses. Donc la deuxième solution, bien sûr, qui va devoir être mise en place, ça va être bien sûr réparer et reconstituer les muqueuses. Parce que si on ne fait que la première chose que j'ai dite, on évite en quelque sorte les désagréments, mais on ne guérit rien, on ne soigne rien, on reste fixe sur une déficience, si je puis dire, établie. Voilà. Et donc, deuxièmement, il va falloir réparer cette muqueuse. Ici, je ne peux donner que quelques pistes de réflexion, bien sûr. C'est un sujet qui est relativement complexe. Et donc, la première piste que je peux donner, c'est bien évidemment la consommation de bouillon d'os, qui va être riche en minéraux, qui va être riche en collagène, donc qui va permettre justement la reconstitution de cette muqueuse, et qui va être riche notamment en un acide aminé qu'on va appeler la glutamine, qui va également permettre la reconstitution de cette muqueuse, qui est très importante pour tout ce qui est justement les muqueuses intestinales, même respiratoires. Donc premièrement, bouillon d'os. Deuxièmement, prendre un complément bien sûr de L-glutamine, qui est l'acide aminé majeur dont j'ai parlé et qui permet de reconstituer l'épithélium. Mais je préviens ici, c'est un traitement qui doit durer sur le long terme. Ça dure plusieurs mois pour reconstituer une muqueuse qui est abîmée. Et plus elle est abîmée, et plus ça va prendre de temps en fait, concrètement. La troisième piste que j'ai à dire, c'est bien sûr prendre des probiotiques et des prébiotiques qui vont permettre de corriger la dysbiose. Là ici également, ça dépend du déséquilibre établi, ça peut durer également plusieurs mois pour prendre ces prébiotiques et ces probiotiques. La quatrième piste que j'aimerais vous dire, c'est bien sûr éliminer les parasites, les champignons, donc avec des plantes antiparasitaires, antifongiques, car ces parasites et ces champignons vont participer à la dysbiose et vont également l'entretenir. Et en fait, ces parasites et ces champignons font tout pour se maintenir dans l'organisme et dans les organes. Et une fois installés, en fait, ils vont entretenir le déséquilibre, donc que ce soit au niveau de la porosité des muqueuses, mais également que ce soit au niveau du déséquilibre acido-basique de l'organisme dont j'ai parlé. Donc c'est très important d'éliminer ces parasites et ces champignons. Donc notamment en cas de candidose, dont on observe souvent ce cas. Et la cinquième et dernière piste que j'ai envie de vous énoncer, c'est bien sûr éliminer les polluants que le corps ne parvient pas à éliminer lui-même, car il est trop affaibli par exemple. Donc pour éliminer ces polluants, il y a différentes techniques. Il va pouvoir notamment y avoir l'argile qui va aider pour éliminer ces polluants, notamment parce que l'argile va permettre de capter certains polluants, donc certains métaux lourds, pour les éliminer par les sels. Mais cela ne va pas marcher pour tous les polluants. Je précise, ça va marcher pour certains, chez certaines personnes, mais certaines personnes qui vont prendre de l'argile ne vont pas voir d'amélioration de leur état, tout simplement parce que ça n'a pas fonctionné. On va pouvoir également prendre des plantes dépuratives. Et bien sûr, il va y avoir ce que moi je propose, donc au niveau de la biorésonance multidimensionnelle, c'est-à-dire l'homéographie. C'est-à-dire que moi, avec ma méthode, je vais détecter les polluants et les parasites qui sont présents dans nos organes, et je vais pouvoir réinformer le corps pour éliminer ces polluants. Donc voilà. Et donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous donner une petite nouvelle. Vous savez tous qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent vous inoculer certains produits dans la peau avec une seringue. Vous voyez de quoi je veux parler, je pense. On ne peut pas en parler ici sans être censuré. Je vous déconseille bien sûr de faire cette inoculation. Et vous savez également que l'on entend que dans ces produits qu'ils veulent vous injecter, il y a un certain métal nanométrique qu'on retrouve dans ces produits. Eh bien, la nouvelle, c'est que j'ai réussi à me procurer ce métal nanométrique. Donc voici, je ne sais pas si vous allez bien voir, le nom est écrit ici, voilà. Cela signifie tout simplement que je vais pouvoir détecter sa présence également dans votre organisme, dans vos organes,
et également essayer de l'éliminer grâce à l'homéographie dont je vous parle grâce à ma méthode. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter directement pour faire ce bilan, tout simplement. Donc c'est bien sûr la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair et à comprendre un petit peu ces mécanismes. J'espère bien sûr que j'ai été suffisamment clair pour que vous compreniez ce que je dis. Et je vous invite à mettre un pouce si vous l'avez aimé. Je vous invite également à la partager à d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut être utile à ces personnes. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, ici la playlist correspondante par rapport à la biorésonance multidimensionnelle. Et je vous souhaite également une bonne journée. À bientôt.